Bonjour, nous allons aborder maintenant la 8e et dernière séance du chapitre 1. Cette séance va introduire la notion de variable aléatoire, dont nous allons voir que c'est en fait le point de vue moderne des probabilités. En fait, je vous rappelle que jusqu'à présent, nous avons construit l'espace de probabilité oméga AP, où oméga est l'espace d'état, A une tribu sur oméga et P une probabilité, et nous l'avons introduit d'un point de vue ensembliste, c'est-à-dire que nous avons défini une probabilité par ses valeurs P de grand A pour grand A, un événement appartenant à la tribu à ronde. Donc nous avons construit cet espace par une approche que l'on peut qualifier d'ensembliste. Nous avions vu que la base de ce travail était en fait la manière dont on pouvait décrire des événements aléatoires par des ensembles et utiliser toutes les opérations de la théorie des ensembles. Donc dans cette séance, nous allons prendre un autre point de vue, qui est un point de vue plus moderne, comme je l'ai dit, et qui est un point de vue fonctionnel, et qui est de dire qu'en fait, en général, décrire une expérience aléatoire, c'est compliqué. Définir l'espace abstrait oméga de tous les résultats de l'expérience, ça peut être très lourd. Et dans la pratique, ce qui nous intéresse quand on a une expérience aléatoire, en général, c'est de quantifier certaines valeurs qui dépendent de l'expérience. Par exemple, si vous jouez 100 fois pile ou face, vous allez avoir envie de compter le nombre de piles que vous avez fait dans ces 100 lancers de pile ou face. Si vous lancez une fléchette sur un disque, vous allez avoir envie de compter, de connaître par exemple la distance du point d'impact de votre fléchette au centre de la cible, hein, qui vous donnera des points si vous jouez à ce jeu. Si vous regardez une population de cellules qui se reproduisent et se divisent donc de manière aléatoire et qui meurent de manière aléatoire, vous allez pouvoir vous intéresser au nombre de cellules, l'évolution du nombre de cellules au cours du temps, et donc compter le nombre de cellules à chaque instant T. Si vous regardez l'évolution d'un portefeuille boursier, vous aurez peut-être envie de connaître le maximum de la valeur de ce portefeuille sur un certain intervalle de temps 0 grand T. Donc dans tous ces cas de figure, c'est pas vraiment l'expérience aléatoire qui nous importe, mais c'est une certaine valeur liée à cette expérience aléatoire qui est quantifiable, hein, une distance pour la cible et le point d'impact, un nombre de cellules dans l'exemple précédent, un maximum d'une certaine trajectoire pour le portefeuille boursier. Donc c'est ça qu'on va essayer d'utiliser, et on va voir que cette approche-là est en fait très féconde du point de vue de la modélisation probabiliste. Donc nous nous donnons maintenant notre espace oméga AP de probabilité, et nous allons nous intéresser donc à une grandeur que l'on peut quantifier et qui va dépendre du résultat de l'expérience. Donc en fait, ce point de vue fonctionnel consiste à considérer une fonction, donc l'on va noter grand X, définie de l'espace de probabilité oméga à valeur dans un ensemble grand F. Donc grand F, ça sera un ensemble que vous connaissez, soit R, soit un sous-ensemble de R, soit R puissance D, hein, donc ici on peut avoir des vecteurs, ou soit même des espaces beaucoup plus généraux, comme un espace de fonction continue d'un intervalle 0 grand T à valeur dans R, par exemple. Donc cette fonction à petit oméga, un résultat de l'expérience, elle va associer une certaine valeur, grand X de oméga. Donc c'est une fonction de l'aléa, une fonction pour laquelle les variables sont les éléments de l'espace d'état grand oméga, et c'est cette fonction qu'on va appeler une variable aléatoire. Alors la définition ici n'est pas complète. Ce sur quoi je veux insister, c'est sur cette terminologie qui est un petit peu troublante, puisque on appelle une variable aléatoire. En fait, c'est pas une variable, c'est une fonction d'une variable qui est liée à l'aléa de l'expérience. Bien. Alors, je vous ai donné ici d'autres exemples, hein, mais qu'on vient essentiellement de décrire. Donc, le nombre de piles obtenues sur 100 lancers de pièces. Donc, vous voyez que dans ce cas-là, grand F, c'est un espace qu'on peut énumérer, hein, qui consiste en les nombres entiers de 0 à 100. Si je regarde, comme on l'a vu tout à l'heure, la distance du point d'impact d'une flèche au centre de la cible, si la cible est supposée de rayon 15 cm, par exemple, eh bien, cette distance peut prendre toutes les valeurs possibles entre 0 et 15.
Si on considère la valeur maximale d'un prix d'actifs boursiers sur un intervalle de temps donc donné, eh bien, cette valeur pourra prendre toute valeur réelle strictement positive, et dans ce cas-là, grand F est égal à R+. Donc vous voyez qu'ici, on a trois structures d'espace: un espace dit discret, grand F, un espace continu borné, l'intervalle fermé borné 0,15, ou l'intervalle ouvert, grand R+, bon, je ne précise pas ici si ça contient ou pas 0 en fait. Alors, qu'est-ce qu'on gagne à ce point de vue-là? On gagne au fait que si grand oméga est en général un espace difficile à décrire, puisque c'est l'ensemble de tous les résultats possibles d'une expérience qui, dans des modèles sophistiqués, peut être très compliqué à décrire, l'espace grand F des valeurs de grand X sera en général connu et beaucoup plus simple, puisque ça sera, comme on l'a dit, un sous-ensemble de R ou de RD ou un espace fonctionnel, mais en tout cas, on pourra faire des calculs sur cet espace grand F. En fait, toute l'idée va être d'utiliser cette fonction de l'aléa grand X pour transporter les propriétés de l'espace de probabilité abstrait oméga AP sur l'espace grand F, sur lequel on va travailler beaucoup plus facilement et pouvoir faire des calculs. Alors, dans toute la suite, je vais utiliser les notations suivantes et les ensembles suivants. Donc là encore, ce sont des notations qui sont assez spécifiques au contexte probabiliste. Donc je vais toujours noter par grand B une partie de grand F. Et pour un P inclus dans F, on va noter accolade grand X appartient à B, ce qui ne veut rien dire a priori puisque X est une fonction, je le répète. Mais cette notation-là va dessiner donc un sous-ensemble de grand oméga qui est l'ensemble des petits oméga tels que grand X de oméga appartient à B. Donc ça, c'est une notation traditionnelle en probabilité, qui n'est pas la notation standard de théorie des ensembles. La notation de théorie des ensembles, c'est de noter ça, grand X moins 1 de B, l'image réciproque par la fonction grand X de l'intervalle de l'espace d'arrivée, grand B. Je vous rappelle que grand X est une application de oméga à valeur dans grand F. Donc cette notation-là va être utilisée de manière systématique en probabilité, mais je vous demande vraiment de vous rappeler que la définition est là, c'est un sous-ensemble de grand oméga. Alors, en fait, ce qu'on va étudier ici, plutôt que d'étudier pour chaque événement aléatoire de grand A la probabilité de grand A, en fait, on va s'intéresser, nous, uniquement aux réalisations des valeurs de grand X. Ce qui nous intéresse, c'est de connaître les probabilités de réalisation de ces ensembles-là, de ces ensembles de résultats d'expérience petit oméga, tels que pour petit oméga, grand X de oméga, donc cette valeur de la fonction aléatoire qui nous intéresse, pris en cette expérience-là, soit dans grand B fixé a priori. Donc on cherche à connaître cette probabilité-là. Alors bien sûr, pour pouvoir donner un sens à ça, je vous rappelle que pour donner un sens à la probabilité d'un sous-ensemble de oméga, il faut s'assurer que ce sous-ensemble-là soit dans la tribu A ronde de notre espace de probabilité. Donc il faut que notre ensemble de oméga tel que x de oméga soit dans B appartienne à A ronde. Donc on va s'intéresser à ces ensembles-là. Et ce qu'on peut remarquer facilement, c'est que si on fixe donc que x de grand oméga égale f, à savoir que x est surjective de oméga dans grand F, eh bien l'ensemble des parties grand B de F telles que x moins 1 de B soit dans A ronde, donc les parties grand B de F qui nous intéressent, donc si on regarde tous ces grands B, eh bien ça forme une tribu de A ronde que je vais noter B ronde. Alors une remarque, en général, cette tribu-là, vous voyez comme c'est défini, c'est vraiment lié à grand X, c'est pas du tout l'ensemble des parties de F, c'est plus petit que l'ensemble des parties de F en général, enfin ça dépend de la définition de la variable aléatoire grand X, mais ça justifie qu'on n'attribue pas toujours à un ensemble l'ensemble de ces parties comme tribu. Alors montrons cette proposition. Donc je vous rappelle qu'une tribu, c'est un ensemble d'ensembles de grand F, ensemble B de grand F, de parties de grand F, qui contient l'espace, donc grand F tout entier, et qui est stable par passage au complémentaire et par réunion dénombrable.
Donc là, vous avez toujours le choix entre choisir réunion dénombrable ou intersection dénombrable, puisqu'on a vu que le passage au complémentaire faisait passer d'une réunion dénombrable à une intersection dénombrable ou d'une intersection dénombrable à une réunion dénombrable. Alors, première chose, donc, est-ce que grand B égale grand F appartient à notre ensemble B ronde? Ben, on regarde x-1 de grand F, et par définition, x-1 de grand F, c'est tout oméga. Oméga, par définition de l'attribut A ronde, appartient à A ronde, donc on peut en déduire que grand F est dans B ronde. Maintenant, regardons la stabilité par passage au complémentaire. Supposons que B est dans cet ensemble B ronde, c'est-à-dire que x-1 de B appartient à A ronde, et je regarde maintenant x-1 de B complémentaire. Or, nous avons vu dans les rappels sur la théorie des ensembles que x-1 de B complémentaire, c'est égal donc à l'image réciproque de B par x, le tout complémentaire. Puisque B est dans B ronde, x-1 de B est dans A ronde, et A ronde est stable par passage au complémentaire, donc le complémentaire de x-1 de B est dans A ronde. Nous en déduisons donc que le complémentaire de B est dans B ronde. Troisième propriété, nous devons montrer la stabilité par réunion dénombrable de cet ensemble B ronde. Donc, je prends une suite Bn d'éléments de B ronde. Je sais donc que pour chaque n, l'image réciproque par x de Bn est dans A ronde. J'en déduis que la réunion dénombrable de ces ensembles est dans A ronde, puisque A ronde est une tribu, donc stable par passage au complémentaire. Et il suffit maintenant de remarquer que la réunion dénombrable des images réciproques par x des Bn est égale à l'image réciproque par x de l'union dénombrable des Bn. Là encore, c'est une propriété bien connue de théorie des ensembles. Donc nous en déduisons que l'image réciproque par x de l'union des Bn est un élément de A ronde, et donc que l'union des Bn est dans B ronde. Bien. Donc vous voyez qu'on peut toujours munir grand F de cet ensemble B ronde, qui est en fait une tribu, donc on peut munir grand F de la tribu B ronde, définie ainsi. Donc on peut plus généralement munir l'espace F d'une tribu, et pour que x nous permette donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, de quantifier les probabilités de tels événements, donc il faut s'assurer que ces ensembles-là soient dans A ronde. Donc si on munit en fait grand F d'une tribu plus générale B ronde, il faut s'assurer que pour tout B dans B ronde, x-1 de B soit dans A ronde. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en théorie de la mesure une application mesurable de l'espace d'état oméga muni de sa tribu A ronde dans grand F muni de sa tribu B ronde. Donc en probabilité, une telle application mesurable est appelée variable aléatoire. Notre but maintenant est de calculer la probabilité d'un ensemble de oméga, donc un sous-ensemble de grand oméga, un ensemble de petit oméga, tel que x de petit oméga soit en B, bien sûr, sous cette hypothèse, qui est maintenant caractérisée par le fait que grand B est dans la tribu B ronde de grand F. Donc nous avons le théorème suivant, qui va être fondamental dans la pratique, qui est de remarquer que si on prend donc grand B dans B ronde, et si je définis Px, donc une application sur l'ensemble des éléments de B ronde par P indice grand X, donc on va voir que cette application dépend de grand X, P indice grand X de B est égal à la probabilité, celle-ci est la probabilité que j'ai sur mon espace oméga AP, probabilité de l'ensemble x-1 de B, c'est-à-dire la probabilité de l'ensemble des petits oméga tels que x de oméga est dans grand B, eh bien, cette application-là, qui est définie sur B ronde, et qui est clairement à valeur dans 0,1, puisque vous voyez que chaque Px de B est défini comme la probabilité d'un événement de grand A, eh bien, Px va définir une probabilité sur l'espace d'arrivée de grand X, à savoir grand F. Donc on va tout de suite montrer ce théorème. Vous allez voir que la preuve est très simple, mais avant je vais insister sur l'importance de ce résultat, et en particulier pour les applications, pour les calculs. On a vu que l'espace d'état oméga était ce qu'on appelle l'espace abstrait, et donc difficile à appréhender
Et donc, d'écrire les probabilités sur oméga, c'est difficile. Mais ce qu'on a gagné par ce théorème-là, c'est qu'en général, on connaît bien grand F. Et les probabilités sur grand F vont être beaucoup plus faciles à caractériser. On a déjà vu dans une séance précédente comment on pouvait décrire une probabilité sur un espace fini ou dénombrable, par une suite de nombres compris entre 0 et 1, et telle que la somme de la série associée soit égale à 1. Donc on va pouvoir, même dans des cas plus généraux, caractériser les probabilités sur des espaces grand F que l'on connaît, comme R, R puissance D, ou même des espaces fonctionnels, mais là ça dépassera le cadre de ce cours. Donc vous voyez que cette probabilité, qui dépend bien sûr de grand X, c'est fondamental, eh bien en fait elle va s'appeler la loi de grand X, ou la loi de probabilité de grand X. Vous pourrez trouver aussi la terminologie distribution de grand X. Du point de vue théorique de la mesure, en fait c'est la mesure image, ce qu'on appelle la mesure image, de la probabilité grand P définie sur l'espace abstrait oméga A ronde, et transportée par l'application grand X. Donc nous allons maintenant montrer ce théorème. Comme je vous l'ai dit, c'est très simple à montrer. Donc il nous faut montrer que cette application P indice X est bien une probabilité sur grand F. On a déjà remarqué qu'elle était définie sur la tribu B ronde de grand F et à valeur dans 0,1. Donc pour montrer que Px est une probabilité sur F, munie de sa tribu B ronde, nous devons montrer deux choses. Tout d'abord, premier axiome, que Px de grand F est égal à 1. Or, par définition, Px de F, c'est la probabilité de l'ensemble des petits oméga, tels que x de oméga appartient à grand F. Mais ça, nous l'avons vu, cet ensemble-là est égal à l'espace grand oméga tout entier. Et puisque P est une probabilité, ceci vaut 1. Bien. Nous devons maintenant montrer la sigma additivité. Donc, nous allons prendre une suite Bn d'événements aléatoires de B ronde qui sont disjoints 2 à 2. Et nous allons montrer que la probabilité de l'union sur n des Bn est égale à la somme de la série de termes générales Px de Bn, qui est donc une série convergente. Donc montrons cette propriété. Par définition, Px de l'union sur n des Bn, c'est égal à la probabilité de l'ensemble des oméga tels que x de oméga appartient à l'union sur n des Bn, mais ceci est encore égal à la probabilité de la réunion sur n de l'ensemble des oméga tels que x de oméga appartient à Bn, puisque en fait dire que x de oméga est dans l'union sur n des Bn, c'est dire qu'il existe un n tel que x de oméga soit dans Bn. Ces ensembles, je vais les souligner en rouge, ces ensembles oméga tels que x de oméga soit dans Bn, je peux les appeler AN, ce sont donc des éléments de A ronde, par définition de Bn, puisque Bn, je vous rappelle, est dans B ronde pour tout n. Et les AN sont disjoints, puisque comme les Bn sont disjoints, vous voyez que x de oméga ne peut pas être dans deux Bn différents à la fois. Donc nous pouvons appliquer la sigma additivité de la probabilité P et écrire que ceci vaut la somme sur n des probabilités des ensembles de oméga tels que x de oméga est dans Bn. Et ceci, par définition, est exactement la somme des Px de Bn. Nous avons donc montré les deux axiomes qui caractérisent une
probabilité et nous avons ainsi construit une nouvelle probabilité, mais maintenant sur cet espace des valeurs de grand X que l'on a appelé F. Étudions maintenant un exemple. Nous allons considérer 2D, nous allons lancer 2D et nous intéresser donc au résultat des 2D. Nous allons supposer que les dés ne sont pas pipés, donc on a autant de chances a priori de tomber sur l'une ou l'autre des faces de chacun des 2D. Donc l'espace de tous les résultats possibles de l'expérience, dans ce cas-là, l'espace d'état, c'est l'ensemble de toutes les couples IJ, où I désigne le résultat donc, du premier dé, et J le résultat du second, donc I et J sont deux nombres entiers compris entre 1 et 6. Puisque j'ai supposé que les dés ne sont pas pipés, eh bien, on va supposer qu'on peut munir donc l'espace oméga d'une probabilité uniforme. Donc bien sûr, je ne l'ai pas redit, mais comme oméga est fini, on munit toujours oméga de l'attribut de l'ensemble de ses parties. Et on a vu qu'une probabilité sur oméga était caractérisée par la probabilité de ses singletons. Donc dire qu'on prend une probabilité uniforme, c'est considérer une probabilité P qui à chaque singleton petit oméga, donc ici oméga c'est un couple IJ, donc à chaque couple IJ va associer la probabilité 1 sur 36, puisque 36 est le nombre d'éléments de notre espace d'état oméga. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas forcément les couples IJ, mais c'est le résultat de la somme de I et de J. Donc nous allons introduire grand S, qui est donc une fonction définie sur grand oméga, qui à un couple IJ de oméga va associer la somme I plus J. Donc grand S est une variable aléatoire, et c'est la variable aléatoire somme des résultats des 2D. Donc l'ensemble de ces valeurs, donc c'est l'ensemble discret de grand 12, puisque I et J appartiennent chacun à 1, 6. Et comme F est un ensemble discret, là encore, on associe à cet ensemble grand F l'attribut de toutes ces parties. Donc nous voulons caractériser la loi de grand S. Donc c'est une probabilité sur l'ensemble 2,3, etc. jusqu'à 12. Et par définition, si je prends un sous-ensemble de notre ensemble de 12, je sais que la loi P indice S de B, c'est la probabilité de l'ensemble des couples IJ, de l'ensemble des oméga, tels que S de oméga, S de IJ, appartiennent à B. Mais ici, la probabilité sur grand oméga est une probabilité uniforme, et on sait que dans ce cas-là, la probabilité d'un événement, c'est le nombre de cas favorables à l'événement sur le nombre de tous les cas possibles. Dans notre cas de figure, le nombre de cas favorables à l'événement, c'est le nombre de couples IJ tels que S de IJ appartient à B. Le nombre de tous les cas possibles, on l'a déjà vu, c'est 36. Donc la loi de grand S est définie par ces valeurs-là pour toutes les parties grand B de 2,12. Donc c'est là encore un résultat de dénombrement. Néanmoins, nous avons également vu, et on l'a rappelé tout à l'heure, qu'une probabilité d'un ensemble discret était caractérisée par la probabilité de ses singletons. Donc pour décrire PS, il va en fait suffire d'appliquer cette formule-là pour B, un singleton de grand F. Donc pour B, singleton de 3, etc. jusqu'à 12. Donc regardons déjà la probabilité P indice S du singleton 2. Par définition, c'est la probabilité d'avoir S égale 2. Or, il faut qu'on compte le nombre de couples IJ tels que I plus J égale 2, il n'y en a qu'un seul, c'est le couple 1,1. Et donc, par la formule qu'on vient de voir juste ici, P de PS de 2, c'est 1 sur 36. De même, si on regarde PS de 12, eh bien, on remarque qu'il n'y a qu'une seule manière d'obtenir 12, c'est que chacun des dés donne le résultat 6. Donc PS de 12 vaudra aussi 1 sur 36. Si on regarde PS de 3 ou PS de 11, vous pouvez vérifier facilement qu'il y a deux possibilités d'obtenir soit une somme de 2D égale 3, soit une somme de 2D égale 11. Et donc la probabilité de ces singletons-là vaudra 2 sur 36. Et vous voyez qu'en décrivant des ensembles, donc les couples IJ tels que I plus J, I, soit 4, soit 10, etc., 6, 8, 9, 5 ou 7, vous aurez de cette manière-là, et vérifiez-le à titre d'exercice, vous aurez de cette manière-là toutes les probabilités P indice S des singletons de l'ensemble 2,3, etc. jusqu'à 12. Et nous avons ainsi, ça suffit pour caractériser la loi de S. Donc vous voyez que finalement,
pour une variable qui prend ses valeurs donc dans un ensemble fini, en particulier ici pour S qui prend ses valeurs petit i entre 2 et 12 et des valeurs entières, on décrit complètement la probabilité, la loi de grand S, la probabilité PS, par les valeurs que prend grand S et la probabilité P indice I de réalisation de ces valeurs. P indice I, c'est P grand S du singleton I. Alors on peut représenter graphiquement cette loi par les histogrammes. Donc nous allons représenter graphiquement par ce qu'on appelle un diagramme en bâton les valeurs IPI. Donc sur l'abscisse, on va indiquer les valeurs entières petit i qui varient entre 2 et 12 et en ordonnée, on va indiquer ces valeurs théoriques PI. Alors sur les simulations que vous avez sous les yeux, ces valeurs théoriques seront données par l'histogramme vert que vous voyez derrière le rouge. Vous voyez une vraie symétrie, symétrie qu'on peut remarquer dans les calculs. J'ai fait exprès présenter les calculs comme ça. Vous voyez qu'il y a une symétrie autour de l'entier 7 ici. Donc vous avez les valeurs théoriques qui sont représentées par les bâtons verts et je vous ai mis en même temps les fréquences empiriques qui sont des résultats obtenus là par simulation des deux lancers de dés. Donc dans le premier cas, on a lancé 100 fois 2 dés et on a regardé la répartition des valeurs de grand S que l'on a obtenues et on les a rangées en regardant la proportion de valeurs grand S qui vaut 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. jusqu'à 12. Donc vous voyez que dans le cas de 100 lancers, vous avez quand même une grosse différence entre les résultats empiriques qui décrivent la distribution de grand S et la valeur théorique. On remarque également que si on fait 1000 tirages, eh bien là on a une adéquation beaucoup plus importante. Je vous rappelle qu'on a construit tout le modèle probabiliste comme ça, en faisant l'hypothèse que si le nombre d'expériences est de plus en plus grand, ici c'est le nombre de lancers de dés, eh bien on va avoir des fréquences empiriques qui se rapprochent de la loi théorique. C'est comme ça qu'on a défini de manière axiomatique les probabilités et je vous ai dit qu'en fait on justifierait tout cela dans le chapitre 5 sur la loi des grands nombres. Bien. Alors, juste une petite remarque, c'est qu'on est parti donc d'une probabilité uniforme pour nos résultats possibles des 2D, mais qu'en fait la loi de S n'est pas du tout uniforme. Une loi uniforme, c'est une loi qui présente un histogramme où tous les bâtons ont même taille. Ici, vous avez une loi qui a une forme pyramidoïde. Alors on verra même dans une séance ultérieure de ce chapitre que l'on ne peut pas piper les dés de telle sorte que la loi de S soit uniforme sur 2,12.